Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Swan Berges-Selam, avec qui nous allons parler de la transidentité. Du coup, Swan, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Et ben moi effectivement, c'est comme tu viens de le dire, Swan Berges-Selam. J'ai, créé maintenant, l'entreprise, qui est labellisée Calliope, qui est un organisme de formation et un cabinet conseil, sur toutes les questions de genre, qui s'appelle La Girafe Coaching. Nous avons un site internet pour tout contact et du coup, nous on travaille essentiellement sur la prévention de tout ce qui est lié au genre. Donc ça va de, la transidentité, jusqu'à bien sûr tout l'univers LGBTQIAP+ et toutes les violences sexistes et sexuelles. Donc on travaille vraiment pour les entreprises, et les particuliers également puisque je suis thérapeute et que j'accompagne des personnes en transition et leurs familles. Donc du coup, on balaye, tout ce qui est prévention, liée au sexisme, en général. Bah, merci, pour cette présentation, c'est très clair et du coup, bah, on va commencer avec un petit peu peut-être de prévention dans le sens explication des termes, clés de l'épisode, car je me dis il y a pas forcément tout le monde, qui est à l'aise ou qui connaît bien le sujet. Donc, je me dis, bah, qu'est-ce que la transidentité? Et après je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de définir, la non-binarité et l'intersection pour aussi donner un peu plus de bagage, même si voilà, il existe plein de choses comme tu as pu le mentionner. Alors, on va commencer effectivement par la transidentité et comme tu le soulignes Estelle, moi je trouve ça super important de dire que la transphobie déjà est très souvent liée par à la méconnaissance du sujet et donc, plus on va, comme tu le fais très bien, grâce à ton outil, informer les gens et j'espère, plus on réduira, la transphobie et les LGBT-phobies. Donc c'est très, très, très important ce que tu fais. Du coup, la transidentité, c'est simple, c'est quelqu'un qui n'est pas OK avec son genre de naissance. Je ne me sens pas à l'aise avec mon corps. Je ne me sens pas à l'aise dans cette position de femme ou d'homme qu'on m'a mise, in facto parce que, mes organes génitaux sont, tels ou un tel. Donc, ce qui est en opposition à la, aux personnes cisgenres, cis étant le préfixe latin de, du même côté, cis voulant dire, du même côté, cisgenre, c'est je suis du même côté que, mon assignation à la naissance, donc je suis OK avec mon assignation à la naissance. Je suis né avec un pénis, je suis d'accord, avec le fait d'être un homme et donc je suis une personne cisgenre. Je suis né avec, une vulve et je ne suis pas OK avec le fait d'être une femme. Je souhaite transitionner parce que pour moi, je suis un homme, heu très clairement, enfin dans mon identité, je me sens profondément homme et donc je suis une personne transgenre. En ce qui concerne la non-binarité, sans transition, c'est, tout simplement il y a 2 façons de voir les choses et la vie. Soit on est binaire, donc homme-femme, et là, je salue, monsieur Trump qui a décidé qu'il en soit ainsi. Or, bah, non, en fait, parce que depuis la nuit des temps, la transidentité existe et la non-binarité existe, qu'il le veuille ou non. Qu'il manque de culture, ça c'est, j'ai envie de dire, son problème. Aujourd'hui, la non-binarité, c'est quelqu'un qui ne s'identifie pas ni en tant qu'homme, ni en tant que femme ou peut-être les 2. Et après dans le spectre du genre qui est énorme, on peut osciller aussi dans ce spectre entre mâle et femelle, parce que scientifiquement on parle de mâle et femelle et du coup, on va osciller sur ce spectre, dans son genre. D'ailleurs, je pense que très rarement on se sent très féminin ou très masculin. Ou après on peut aussi, questionner et c'est ce que je fais pendant mes formations de qu'est-ce qu'être une femme? Ou qu'est-ce qu'être un homme? Donc ça aussi c'est des questions, élémentaires que l'on peut, et on va, s'il y a 20 personnes dans la salle, il y aura 20 réponses, différentes et ça c'est très intéressant. Mmh, Et complètement. ensuite tu m'as demandé les personnes intersexes. Ouais. Donc les personnes intersexes, c'est aussi font partie, bien sûr du LGBTQIAP+ et c'est donc le I dans le AP+, dans le IAP+ et du coup, ce sont des personnes qui sont nées avec les 2 sexes. On va bien sûr bannir le terme hermaphrodite qui lui est destiné aux animaux, parce que souvent on me dit: «Ah oui, c'est les personnes hermaphrodites». Donc non, et on va parler de personnes qui sont nées avec des attributs, féminins et masculins et ça peut être de façon hormonale et ou chromosomique.
Donc il faut savoir qu'il s'agit de 1,7 de la planète. Donc il y a 1,7 de personnes qui sont nées avec 2 sexes et bien souvent d'ailleurs les luttes des personnes, intersexes, c'est de les laisser choisir elles-mêmes ou eux-mêmes, leur genre. Parce que bien souvent on leur, impose, via une opération, hein, faite par les médecins, décidée, soit par les médecins eux-mêmes, soit par les parents et donc il est temps qu'on laisse les personnes intersexes choisir quel sexe elles souhaitent, garder. Parce qu'on peut tout à fait vivre avec les 2 sexes, hein, il y a aucun problème là-dessus. Bah, merci pour, toutes ces précisions. J'aime bien ta façon d'expliquer, car tu es vraiment très pédagogue, je trouve et bah, c'est très agréable et justement, tu me fais penser parce que tu as parlé de Trump et moi aussi, je voulais en parler d'une certaine manière parce que j'avais vu qu'il voulait, enfin, après j'ai vu l'actu assez rapidement, mais qu'il voulait interdire les personnes trans, dans l'armée. Enfin, je trouve ça assez dégueulasse clairement, ce qu'il fait, qui ce qui fait enfin, je comprends même pas pourquoi il a été encore une fois réélu, mais bon, ça, c'est un autre débat et du coup, j'ai envie de te poser une petite question parce que vu que Trump manque de culture sur, l'histoire, bah, de ce qui peut se passer dans par exemple, avec la transidentité, je me suis dit que ça pourrait être, voilà, le bon moyen que tu montres que, voilà, bah, ça a toujours existé, c'est pas un effet de mode comme, les gens peuvent, le penser, en fait. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, ce qui est très, très inquiétant et donc j'en parle beaucoup, moi sur mes réseaux, c'est cette montée du trumpisme et cette inculture, cette bêtise, humaine en fait, profonde et crasse qui est au plus haut pouvoir, hein, aujourd'hui, président des États-Unis, c'est quand même pas rien. Hem et qui va donner le «là», malheureusement, qu'on le veuille ou non, aux médias, parce qu'on parle que de ça. Donc ce qui donne le «là» aux médias va forcément donner le «là» à l'opinion publique, ce qui va donner le «là» à la transphobie et à l'homophobie notoire que l'on va vivre, ces prochains temps et donc oui, il a décidé de mener une guerre, bestiale, aux personnes trans en particulier, parce que les personnes gays aujourd'hui, ça y est, c'est acté, on peut se marier, on peut faire tout un tas de choses, donc du coup, il y a pas forcément de sujet. Aujourd'hui, oui, les personnes trans sont clairement dans le viseur, médiatique, et politique. Oui, c'est bien triste, ces changements de mentalité. Mais du coup, ouais, pour revenir à ma petite question, montre-nous, enfin, des exemples en tout cas, de en quoi la transidentité, ça a toujours été là à toutes les époques, en fait. Si tu as des exemples parlants à Non, présenter. je les ai alors, ça tu me pièges. Non, non, je les ai, j'avais des diapos pendant mes formations où j'en parlais. Mais effectivement, il y a toute une culture, depuis très longtemps, je crois qu'il y a des rois qui ont été habillés en femmes, qui souhaitaient s'habiller en femmes et qui le faisaient. Il y a des gens qui ont fait l'armée, il y a très longtemps, qui ont été, qui ont déclaré être trans, mais malheureusement qui ont fini enfermés dans des hôpitaux, psychiatriques, pour des thérapies de conversion. Alors que la période encore n'a pas changé, hein. On est toujours, considérés un peu comme des fous, aujourd'hui Zuckerberg qui, déclare clairement qu'on peut nous traiter de fous et qu'il y a aucun problème avec ça. Donc voilà, mais effectivement, il y a mais même dans des cultures, hindoues, dans des cultures, il s'agit pas que de l'Occident, hein, vraiment il y a beaucoup de cultures où la transidentité est clairement là, est présente, où il y a même des cultures, qu'on dit, musulmanes et très, heu, comment dire? Conservatrice? Conservatrices, merci. Ces cultures-là préfèrent que tu transitionnes plutôt que tu sois gay, par exemple. Si un homme dit: «Je suis gay», non, deviens une femme et ensuite, peut-être tu pourras, pratiquer, bah, l'amour, avec un homme, quoi. Donc on en est là, ouais. Donc il y a vraiment des cultures que l'on pense conservatrices, arriérées, vraiment à l'ancienne et tout ça et finalement, la transidentité a vraiment toujours existé. Mais vraiment j'invite d'ailleurs, les personnes qui nous écoutent à se renseigner sur le sujet et c'est, et c'est du coup le savoir et le pouvoir contre cet obscurantisme, contre cette bêtise, humaine. Bah, merci pour tes exemples. En effet, ils sont très parlants et ça me donne aussi envie de creuser le sujet pour faire des articles, pour Matrimoine féministe, clairement. Et du coup, ça me fait penser forcément comme, question, comment savoir si, bah, on est une personne trans et toi, comment tu l'as su et quel a été ton parcours? Waouh! Sacrée question. Comment savoir si on est une personne trans? Et ben, il y a
J'ai pas de réponse à cette question. Moi, en tant que thérapeute, qui accompagne au quotidien des personnes en transition, ce qui me vient souvent, à mon cabinet, c'est ce mal-être, en fait. Je me réveille, alors j'aime pas, véhiculer forcément cette image, mais c'est ce qui revient le plus souvent, mais je me suis réveillé dans le mauvais corps, en fait. On m'a, on m'a pas mis les bonnes choses au bon endroit, je ne suis pas moi-même. Hem Et l'image que j'ai souvent aussi de mes patients et mes patientes, c'est, la fameuse chrysalide qui va se transformer en papillon. Et donc c'est souvent ce qu'elles me disent et ce qu'ils me disent, c'est, «J'étais renfermée, j'étais dépressive, je détestais mon corps, je n'avais pas, la possibilité de relationner parce que, je me détestais moi-même, donc relationner avec les autres, c'était encore plus compliqué». Et grâce à ce travail que l'on a fait ensemble, ce cheminement, et ben, aujourd'hui la chrysalide, vraiment est devenue papillon et elle s'est ouverte à d'autres sphères. Je suis enfin moi-même, je peux enfin m'assumer en tant que femme ou en tant qu'homme suivant la transition de genre. Et après voilà, ce sont des coming out qui peuvent être difficiles et douloureux, que j'accompagne aussi, que ce soit des coming out, personnels ou professionnels, ou professionnels d'ailleurs, on peut faire les 2. Et donc ce cheminement, moi je les accompagne sur la médicalisation de la transition, c'est-à-dire comment les accompagner, pour avoir le résultat, parce que chaque transition est différente. Moi j'appelle ça un voyage. On fait un réel voyage. Donc Pierre ne va pas, voyager, comme, Jeanne, voyagera, parce que les transitions aussi, M to F et F to M sont complètement différentes, médicalement parlant déjà. Et puis Pierre ne va certainement pas, voyager comme, voyagera Jacques. Donc parce qu'on va pas avoir les mêmes envies, on va pas avoir, moi au départ je voulais pas prendre d'hormones parce que je me dis: «Mais je vais pas moi une piqûre toutes les 3 semaines?» mais c'est alors je suis phobique des piqûres et ce n'est pas possible. Donc c'était pour moi, mais si tu m'avais dit ça, je sais pas, avant ma transition, «Oui, oui, on va te piquer les fesses, toutes les 3 semaines et tu vas aimer ça». J'aurais dit: «Non, je j'ai pas commencé à être maso aujourd'hui et c'est pas près d'arriver». Et finalement ma volonté, c'était que ma voix s'aggrave parce que j'en avais marre qu'au téléphone on m'appelle madame, parce que j'en avais marre, voilà, j'avais un passing, ce qu'on appelle un passing, donc une possibilité de passer en tant qu'homme. Et puis finalement, dès que j'ouvrais la bouche, c'était: «Ah pardon madame». Tu vois? Donc les gens se reprenaient et du coup ça faisait voilà, ça me mettait un coup au moral. Et puis j'avais envie d'avoir des poils tout simplement, ces poils qui sont là, qui sont présents, que j'aime beaucoup, que je chéris, ils ont tous un prénom. Je Pour moi, c'est une grande fierté de les avoir. Et du coup, bah, oui, le sacrifice, ça a été de me piquer les fesses pendant, toutes les 3 semaines et tout le reste de ma vie. Donc voilà, chaque transition est différente, c'est important de le respecter. Comment moi je l'ai su? Et ben, à vrai dire, j'ai ouvert les yeux parce que ma fille de 4 ans à l'époque, pendant le covid, bah, elle a tout à fait compris, bah, qui j'étais, avant moi même. Et du coup m'a dit: «Maman, tu es un homme, tu sais?» et donc heu et donc voilà, si à 4 ans elle était capable de comprendre avant moi et avant qui que ce soit, je me suis dit: «Bah, faut que tu arrêtes de te mentir et de mentir à la planète entière et surtout, à tes enfants», et donc voilà, j'ai décidé du coup de leur parler et de faire une transition en bonne et due forme. Mais waouh, elle est incroyable cette anecdote, mais c'est dingue, les enfants, ils ont des pouvoirs surnaturels de voir l'invisible. C'est magique. Et du coup, ça me fait penser, toi, du coup, comment ça s'est passé, ton parcours? Comment ça a été avec tes proches? Comment enfin, quel a été un peu le cheminement que toi, tu as mené, en tout cas, dans cette transition, les obstacles que tu as pu avoir, et bien sûr les réussites, hein, comme tu as pu en parler avec, les poils, la voix grave et tout et je suis trop contente pour toi que tu sois si fière de ton corps et tu as raison de l'être, quoi. Et ben, mon parcours, alors les défaites, je vais pas te cacher que ça c'est dur, hein. C'est, vraiment un parcours du combattant, quand j'ai décidé de créer la girafe, je me suis, bah, d'abord, pris moi, hein, comme exemple, en tant que personne concernée. J'avais déjà fait le voyage, donc je me suis dit: «Waouh,
qui peut aider et qui peut accompagner ces personnes-là à être qui elles sont, en fait. Parce que parce que oui, il existe des psys, mais alors ça veut dire encore psychiatriser les personnes trans. Moi, je suis coach, donc je travaille sur des objectifs, je travaille sur le futur. Où est-ce que tu veux aller? Quel est ton objectif? Heu, OK, bah, moi, mon objectif, c'est d'être une femme. OK, bah, tu veux être une femme, très bien. Qu'est-ce qu'être une femme? Qu'on va questionner la base et on va travailler comme ça, on va détricoter. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu te sens? Finalement, bah, j'ai envie de garder ma barbe, mais je suis une femme. OK, bah, tu gardes ta barbe et tu es une femme. Ou j'ai envie de porter une jupe même si je transitionne en tant que garçon et que je suis un garçon. Bah, OK, bah, tu peux garder ta jupe ou te maquiller ou porter du vernis et être un garçon. C'est OK avec ça. Et c'est pas forcément qu'on est non binaire, c'est juste parce que, c'est toi, au fait. Et aujourd'hui, faudrait, désacraliser cette féminité, désacraliser cette masculinité, désacraliser le «je suis un homme», il faut, que, j'ai une barbe. Alors, moi, personnellement, je suis très binaire et j'ai cette image de la société, assez binaire, tu vois? J'ai parlé de ma voix grave, j'ai parlé de ma barbe, pardon et du coup, j'ai cette fameuse binarité qui est en moi et qui est comme ça, je suis construit comme ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler de déconstruction. Alors c'est drôle parce que en général, les gens qui sont pas déconstruits ne supportent pas, ce terme. Moi, je l'explique très facilement, c'est que je ne suis pas là pour te dire: «Ah oui, tu dis de la merde, tu penses de la merde». Je vais te déconstruire, ça veut dire que je vais détruire ce que tu penses pour, reconstruire à ma façon et c'est moi qui monte les briques, c'est pas toi. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'on est tous et toutes, construits d'une certaine manière par, notre éducation déjà en premier lieu, on n'est pas un contenant vide, hein, on a commencé à se remplir, dès la naissance, voire même avant la naissance. Quand je vois mes enfants en tout cas, je me dis: «Oui, il y a des choses qui ont été là avant la naissance». Et du coup, l'idée c'est de se déconstruire, mais se déconstruire, bah, tout simplement en imaginant qu'on ait pu avoir des informations qui étaient pas tout à fait réelles, qui étaient erronées, qu'on nous a, bah, tout simplement, fait ingurgiter, depuis la naissance par, notre famille, notre religion, nos valeurs sociales, nos valeurs, morales, et tout ce qui a pu nous construire. Quand on parle avec des personnes concernées, on voit bien que, bah, in fine, il faut peut-être leur laisser le dernier mot parce que ces personnes-là, elles savent, de quoi elles parlent justement, par où elles passent, ce qu'elles vivent et donc se déconstruire sur la transidentité, ça va au-delà de, lire 3 articles sur Trump et éventuellement ouvrir, Wikipédia. Ça va, d'aller dialoguer avec, des personnes concernées, ça va, montrer des parcours moi ce que je dis toujours, hein, j'aurais préféré être, hétéro, cis normé, avoir mon labrador, mon chien et mes 2 enfants à la maison, hein. Mais 1000 fois, mais je signe, c'est où? Où est le contrat? Je le signe de suite. Faites de moi une femme cis, hétéronormée, avec le chien à la maison, le truc, enfin tout. Je signe tout de suite. Sauf que, bah, non, non, j'ai essayé, hein, j'ai tenté, j'ai été, pire que malheureux. C'était pas moi, et en exemple, je dis souvent en formation, OK, vous êtes, une personne cis, maintenant imaginez-vous 2 secondes que vous vous réveillez demain matin avec le sexe opposé. Alors tout le monde fait: «Ah j'adorerais, je pourrais aller pisser debout, c'est génial». Ouais, moi je pourrais, faire des trucs, un peu, sexuels, un peu différents. Je pourrais enfin me branler, tout ça. Bon, OK, super, pour 24 heures, ça peut être excellentissime. Ça, j'avoue, l'expérience peut être dingue. Mais toute ta vie, toute ta vie, tout ce qui a construit ton identité propre, profonde, ta façon d'être, ta sexualité, ta moralité, enfin tes valeurs, enfin tout ce que tu es. Eh ben, c'est pas toi, c'est plus toi. Parce que ce que tu as entre les jambes, finalement, va te définir. Ton sexe va te définir et c'est pas OK avec ce que tu es. Pour toi, tu es profondément femme, tu te retrouves avec un pénis, bah, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? C'est quoi cette blague, Il y a quelqu'un qui s'est trompé là-haut, j'aimerais bien qu'on me rende,
comme je suis. Enfin, moi, je suis pas du tout un homme, je sais pas pourquoi je me balade avec un pénis et cette voix grave et cette barbe que je supporte pas et je vois pas pourquoi les gens m'appellent monsieur, enfin, c'est quoi le délire? Donc voilà, il faut vraiment, essayer de discuter avec des gens, soit très déconstruits, soit encore mieux des personnes concernées, qui vont expliquer leur parcours, qu'on ne fait pas un parcours de transition parce que c'est à la mode, parce que, Elon Musk en parle, parce que c'est chouette, parce que ça a l'air d'être funky, non, non, c'est pas funky de faire, 15 opérations pour ressembler à la personne que l'on est. Ce n'est pas funky de prendre des hormones toute la journée, ce n'est pas funky, de se prendre des remarques, du type de rencontrer quelqu'un et de faire son coming out parce qu'on est bien forcé de le faire, parce qu'on n'est pas tout à fait, moi je serai jamais un homme cis, on n'est pas tout à fait un homme, normal. D'ailleurs moi souvent je parle de monsieur patate. Je suis un truc, et on m'a collé des trucs, que je devais pas avoir ailleurs et on m'a enlevé des choses que je devais avoir. Bref, monsieur patate, il y a quelqu'un qui s'est amusé là-haut, il s'est éclaté et oui, alors j'ai de la barbe, j'ai une voix un peu plus grave, mais quelque part, j'ai fait aucune opération et pourtant je suis une personne trans et du coup, bah, forcément, ça il faut expliquer ça à des personnes avec qui tu veux relationner donc ça devient très complexe quand la personne elle est pas du tout déconstruite et que c'est une personne, hétéro cis normée. Là, ça devient, encore plus complexe. C'est un challenge, hein, pour moi. À chaque, rencontre, va avec son lot de: «Comment je vais lui dire ça?» Donc du coup, cette partie-là, et puis alors après voilà, dans tes relations humaines aussi, à chaque fois une expérience, quoi. En disant, alors tu as des mots comme, «Et ta transformation, ça se passe comment?» «Non, je ne suis pas un Pokémon». Donc ça donne des anecdotes, drôles comme ça, tu vois? Je suis pas un Transformers, c'est pas du tout, l'objectif, tu vois? Donc pareil dans le vocabulaire aussi, il y a des choses, bon ça c'est pas blessant, mais il y a des choses qui peuvent être blessantes quand on parle de transsexuel. Aujourd'hui, c'est un terme à bannir, il faut vraiment arrêter avec ça. Transsexuel, ce sont des psychiatres qui ont utilisé ce terme pour parler de maladie, de transsexualisme. Donc voilà, on n'est plus dans les maladies mentales depuis 2019, il serait temps de se mettre à jour. Donc on va parler de transidentité, on va parler de transgenre, mais certainement pas de transsexuel qui ramène encore aussi à la fonction, sexuelle et donc voilà, on n'est pas que des sexes, même si on est très fétichisé, dans les rapports quotidiens, hein, en mode: «Ah, j'essayerais bien avec toi parce que ça doit être différent». Donc oui, je ne suis pas un sextoy. Du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, relationner finalement, c'est très difficile aussi de faire son coming out parce que quand tu as un passing, tu as envie d'être juste un homme, lambda, certes, un peu plus petit que les autres, hein, parce que je suis pas très grand, je fais 1,65 m. Mais en tout cas, voilà, du coup, passer inaperçu, c'est bien, ça fait des vacances, ça soulage, on a moins la pression. Et en même temps, moi, c'est politique, c'est important pour moi, très souvent de me outer et pour justement dire, «Bah, non, il y a pas que la cis hétéronormativité qui existe, et c'est juste parce que, vous êtes pas des personnes normales, vous êtes juste majoritaires» et encore pour l'instant. Je pense qu'avec les générations qui arrivent, les lignes risquent de bouger et tant mieux. Donc il y a une étude en Angleterre, par exemple, qui a montré que les femmes bisexuelles sur la génération, Y, devenaient majoritaires à 56 quand même, donc les lignes bougent avec la génération qui arrive, elles vont encore bouger et certes aujourd'hui les personnes cis sont bien majoritaires, hein, et ça il y a aucun doute là-dessus, mais je pense que le jour où on nous laissera le choix, en disant: «Alors toi du coup, Estelle, tu es d'accord avec ton genre ou pas? Ou tu préfères, transitionner?» et qu'on se pose 2 secondes la question, parce que moi j'ai jamais eu le temps de me poser la question avant ce fameux confinement. Merci le covid finalement. Et donc moi je dis toujours, il y a des gens qui ont quitté leur mari ou leur femme, il y a des gens qui ont quitté leur région, leur maison, leur travail. Bon, bah, moi j'ai quitté mon genre. C'était juste ça. Parce que je me suis enfin posé sur la question en me disant: «Mais il y a un truc qui est quand même pas OK» et donc voilà, ça m'a permis de me centrer sur moi-même, de dire: «Bah, non, c'est pas moi en fait». Donc voilà, dans cette idée-là, se poser la question, c'est important.
pour répondre aussi à ta question précédente sur, comment on le sait, juste se poser: «Est-ce que je suis OK?» Tout le monde devrait, passer, allez 5 minutes, en se brossant les dents peut-être, tu vois? Ou sous la douche, ou à un café ou peu importe où, au bord de mer, ce qu'il veut. Mais c'est de dire, «Est-ce que je suis OK avec ça?» Ou comme on peut se poser la question de: «Est-ce que je suis gay, bi, pansexuel et cetera? Est-ce que je suis OK de transitionner ou est-ce que je suis OK de relationner avec des personnes, de l'autre genre ou du même sexe, quoi?» Oui, c'est très intéressant, tout ce que tu as pu, nous dire. De ce que je comprends, c'est que être une personne trans, c'est vraiment lutter pour être soi. Bah, du coup, que ce soit, bah, du coup, avec la société, les gens, avec son propre corps au début, parce que c'est quelque chose à appréhender et c'est quelque chose qui est pas évident, en effet, et surtout que les autres ne peuvent pas forcément pas toujours le comprendre. Si encore il y avait que soi et soi, je pense que ce serait pas il y aurait moins de problèmes. Mais c'est parce qu'on vit dans une société, quoi. Voilà, exactement, ouais. Mais du coup, oui, je pense que tu as aussi raison dans le sens où c'est important de se poser et de se poser des questions. Est-ce que je suis OK, là, dans mon genre? Mais d'ailleurs, ça me fait penser aussi comme question, parce qu'il y a des gens qui font la confusion entre genre et sexe. Donc je me dis que ça pourrait être aussi bien, que tu puisses nous donner, cette différence. Tout à fait. Alors le sexe, c'est tout simplement, tout ce qui est biologique, hein, ce que j'ai entre les jambes. J'ai un pénis, je suis un garçon. J'ai une vulve, un vagin, je suis une fille. Donc c'est aussi, bête que chou. Et donc c'est ce qui va me définir biologiquement parlant. Donc bien souvent, on me dit, «Mais, tu pas de pénis, du coup tu n'es pas un garçon». Alors si on laisse juste la biologie décider de qui on est, alors, waouh! Ça, je pense qu'on peut un peu élever le débat, hein, des fois. Alors les personnes qui répondent ça, moi je donne des billes aussi aux personnes transgenres pour se défendre, hein. C'est, c'est aussi bête que ça, c'est, se laisser définir par, juste son anatomie, bah, c'est un peu réducteur quand même, hein. J'ai, heu, j'ai un vagin, je suis une femme. OK, donc qu'est-ce qu'être une femme? C'est juste avoir un vagin, donc je suis un vagin en fait. C'est quand même, hyper violent et réducteur. Donc bien entendu qu'être une femme, c'est, 1 000 000 de choses, et encore une fois, comme je disais, hein, chacun va le définir, chacun et chacune va le définir. Du coup, bah, c'est, au-delà du sexe, donc le sexe, c'est ma biologie, mon anatomie, et le genre, c'est tout le reste. Toutes ces questions sur la féminité, ces questions que tu abordes aussi dans tes podcasts, c'est, qu'est-ce que la féminité? Qu'est-ce que la masculinité? C'est toutes ces questions de société, et dans chaque société d'ailleurs, cette question va être différente. Est-ce que si je porte une jupe, je suis une femme? Est-ce que, si je porte une barbe, je suis un homme? Est-ce que, si je porte du vernis, je suis une femme? Tu vois, toutes ces questions sociétales où, des fois on me dit: «Oui, mais vous les personnes trans, vous jouez le jeu des stéréotypes de genre». Tu vois, c'est vicieux comme question, hein. C'est-à-dire qu'on laisse porter à une partie infime de la population la responsabilité de changer les codes de genre. Mais oh, hé les gars, on n'est pas là pour ça, hein. Nous, je pense qu'on a largement à faire avec notre taf, de notre transition avec notre corps. Je fais de la muscu, je fais pas de muscu. Enfin moi, tu vois, j'en suis là dans mes réflexions en mode: «Ouais, enfin si je vais à la salle, je joue le jeu du masculiniste en train de pousser de la fonte parce que c'est vraiment ce que je veux donner comme image du mâle». Alors je veux certainement pas être un mâle alpha, et comme le dit si bien, Océan, transitionné pour être un homme, pas pour être un connard. Donc l'idée, c'est vraiment ça, et je le dis très souvent. J'ai été éduquée en tant que fille, j'ai grandi en tant que fille, et voilà, et je veux surtout pas, justement, montrer cette image, du mâle, dominant, alpha, voilà. Quand il y a une fille qui marche dans la rue le soir, bah, je vais changer de trottoir pour pas la mettre, mal à l'aise. Voilà, je connais ces codes, je sais qu'il y a des choses qui sont pas OK, et je sais que moi je peux mettre mal à l'aise aussi une femme, parce qu'aujourd'hui je suis perçu comme un homme, donc et ben, je vais pas le faire. En fait, je vais éviter ce genre de situation, et donc du coup, ce qui est hyper important, là pour le coup, c'est essayer encore une fois de communiquer, de se mettre à la place de l'autre. L'empathie est essentielle, et voilà, je sais pas si j'ai répondu à toute ta question, Si, c'est très bien, j'ai très bien compris tout ce que tu m'as expliqué et ça me fait penser, bah, quand
En effet, on peut pas se définir que par la biologie, je suis tellement d'accord avec toi parce que par exemple, en exemple, hein, que dire? Bah, des femmes, qui ont pas de vagin, par exemple, ou les personnes qui sont intersexes, enfin, elles vont comment faire pour elles, pour se définir? Enfin, du coup, il y a plein d'autres exemples, mais c'est ça qui me vient en tête et ça me fait penser aussi ce que tu m'as dit, c'est assez intéressant sur le fait que, bah, le changement de privilège, de passer de femme à homme et du coup, bah, toi, comment tu l'as vécu? Parce que, bah, du coup, je trouve ça super, en tout cas, en effet, que tu connaisses, bah, forcément tous les codes et que tu veux pas les reproduire. Du coup, tu changes de trottoir pour pas faire peur aux femmes et cetera. Mais je sais aussi, j'avais entendu des témoignages de personnes, bah, trans, bah, qui étaient, qui sont transitionnées pour être des femmes et qui, pour elles, maintenant, c'était: «Waouh, mais le patriarcat, mais c'est quoi tout ce poids-là, quoi?» Ouais. Ouais, ouais, il y a des options comme ça, où, du coup, tu te retrouves avec un lourd passif sur les épaules de femmes, donc potentiellement, objets sexuels, potentiellement, bah, violables à merci, agression, harcèlement et tout ce qui s'ensuit. Donc, forcément, quand une personne transitionne, et donc c'est une femme trans, elle découvre ça en mode: «Waouh, mais c'est hyper violent, quoi». Et donc pour répondre à ta question Estelle, bah, je vais faire un peu de teasing. J'écris un livre là-dessus. Je suis sur l'écriture de mon livre, actuellement, qui parle de ces privilèges, qui parle aussi, justement de sur ce changement de genre, bah, toutes les tout je note, j'écris au fait toutes les choses depuis le début de ma transition. On est pile à la date d'anniversaire d'ailleurs, de ma transition de genre. Aujourd'hui le 23 janvier, j'ai pris ma première re piqûre, de testostérone il y a exactement 4 ans. Donc j'ai 4 ans aujourd'hui. Exactement l'âge de ma fille qui quand elle a découvert, et qu'elle m'a fait découvrir en tout cas, ma transidentité. Donc voilà, je suis content. Hem, Joyeux anniversaire à toute la à joyeux testoversaire, on appelle ça d'ailleurs, à toutes les personnes qui vivent ça aussi, en même temps que moi aujourd'hui. Et du coup, cette idée-là de j'ai perdu mon fil du coup, je suis parti dans ma testoversaire, j'imaginais des bulles de champagne et désolé, je suis TDAH en même temps, donc Tu parlais que je tu écrivais un livre. C'était ça oui, le merci. fil. Alors c'est ça. Du coup, moi, j'ai écrit depuis le début, donc ça fait 4 ans maintenant que je griffonne, quotidiennement sur mon carnet, toutes ces anecdotes qui font que: «Ah bah tiens, ça, tu vois, ça ne me serait pas arrivé en tant que femme». Ou alors: «Ah tiens, maintenant que je suis un homme, on me demande mon avis». Voilà, je vais te donner des petits exemples comme ça. Maintenant que je suis un homme, alors accroche-toi bien parce que là, celle-là, je la raconte à chaque fois et elle épate, en général, surtout mes amies, filles. Je ne m'arrête plus au passage piéton. Voilà, c'est officiel. J'ai fait une étude là-dessus, hein. J'ai tenté plein de fois. J'ai essayé même de m'arrêter en me disant: «Bah, non, mais là, on laisse passer la voiture. Même si je suis au passage piéton, on laisse passer la voiture». Eh ben non, les voitures, depuis que je suis un homme, s'arrêtent. C'est officiel. Je le sais. J'aimerais le filmer d'ailleurs. C'est-à-dire si un jour une équipe de moi je sais pas utiliser une caméra, tout ça, je suis pas équipé, mais si un jour une équipe veut faire une étude là-dessus et filmer ce genre de situation, je les invite à se mettre à un passage piéton, à regarder une femme traverser. En général, les automobilistes ne s'arrêtent jamais. Moi, j'ai toujours attendu, hein, et j'ai toujours attendu enceint, avec une poussette double, avec des enfants en bas âge, tenant, main dans la main, maman. J'ai toujours attendu. Ça veut dire j'ai attendu que les voitures soient toutes passées pour traverser, avec toute cette combinaison possible et imaginable. Donc j'ai toujours attendu. Aujourd'hui, je mets un pied sur le trottoir, tout le monde s'arrête. C'est magique. Moi, je dis: «C'est magique» et la première fois que je m'en suis rendu compte, j'étais là: «Waouh, la voiture a carrément pilé pour me laisser, traverser». J'ai trouvé ça énorme et donc voilà, tout ce genre d'anecdotes seront dans mon livre et moi, c'est des petites choses. Alors ça n'a rien de scientifique, je fais pas une étude sociale, mais c'est tout simplement ces petites choses qui vont faire en sorte que, oui, mon quotidien, il est vachement plus simple aujourd'hui. Oui, je me pose plus de questions de comment je vais m'habiller, «Attends, je sors tard, donc il va falloir que je réfléchisse à il faut pas que je me mette trop court, faut pas que je me mette trop long, faut pas que je me maquille de trop parce que ça fait pute». Faut pas enfin, toutes ces stéréotypes, ces horreurs qu'on a à
à me mettre sur le dos, j'ai plus à les supporter aujourd'hui. C'est même la libération de mon sac à main, ça a été une libération pour moi. De porter ce truc à l'épaule, inconfortable au possible, qu'il faut que j'assortisse à mes chaussures, à mon truc. Terminado! Moi, je mets un portefeuille dans ma poche, un paquet, de mouchoirs dans mon pantalon et roule ma poule. Donc c'est vraiment, une simplification de la vie, à tous les niveaux et donc voilà, c'est tout ce que je dis dans mon livre qui va s'appeler donc, «Je n'ai pas eu les couilles d'être une femme» et qui est clairement un hommage, féministe, et une ode à la féminité, et un vraiment pour moi un sujet militant, féministe profond, voilà. Waouh! Bah, en tout cas, je trouve ça trop, trop drôle déjà, je vais rebondir sur la symbolique du 23 janvier quand même. On enregistre l'épisode de podcast quand ça fait 4 ans, jour pour jour que tu as, entamé, les démarches pour ta transition et voilà, première piqûre et je trouve ça trop trop marrant ce clin d'œil. J'aime trop et j'aime trop le nom Testoversaire, j'avais jamais entendu, c'est super et en tout cas, bah, bravo, bah, pour ton livre. Il a l'air, super, super intéressant et puis oui, de ce que j'entends déjà là, il y a beaucoup moins de charge mentale quand tu es un homme que quand tu es une femme. Là, c'est et comme tu dis, enfin moi j'avoue que je suis pareil au passage piéton, j'attends toujours, personne me laisse passer en général. Il faudrait que je Tu vas encore teste. remarquer maintenant, tu verras. Il faut que je teste avec mes amis: «Mec, venez, on va au passage piéton, on va voir ce qui se passe». Tu verras, tu le remarqueras encore plus maintenant. Énorme. Après, je me pose la question de la date de sortie, mais dans le sens après j'imagine que quand notre épisode ensemble sera sorti, puisque je pense, le sortir en tout cas pour la fin d'année 2025, j'imagine qu'il sera peut-être déjà sorti. Oh bah, écoute, j'espère, mais je suis un peu lent à l'écriture mais tu vois, ça fait 4 ans que je rédige plein de choses et oui, j'espère pouvoir le sortir avant la fin de l'année. Trop bien. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, comme tu parles de livres, à une question que j'avais envie de te poser, c'était, bah, comment tu perçois la représentation des personnes trans, du coup, bah, dans la culture populaire, enfin dans la pop culture, pour faire simple? Et ben, moi, toutes les représentations toutes les pardon, je recommence. Toutes les représentations des personnes trans sont essentielles et importantes. La visibilité, elle est essentielle déjà pour toutes les jeunes trans, toutes les personnes trans, les bébés trans, moi, comme je les appelle, bah, c'est d'avoir, «Ah, telle chanteuse ou tel acteur ou tel, ceci, qui est trans, qui a fait son coming out, donc je ne suis pas un monstre, esseulé, dans le fin fond de ma campagne et personne ne me comprend parce que je suis seul au monde à être comme ça». Exactement comme les représentations des personnes gays, ou lesbiennes, hein. Moi j'ai été lesbienne, 44 pendant 44 ans du coup et l'idée c'était de se dire: «Ah ouais, purée, elle aussi, bah, tu vois?» Je me rappelle de, Mauresmo qui avait fait son coming out, je me rappelle du film Gazon maudit qui était sorti à l'époque et qui pour moi était une révolution absolue parce que waouh! On en parle au cinéma, c'était fou et aujourd'hui vraiment, toutes tous les coming out sur la transidentité, elles sont essentielles pour montrer déjà que oui, on est là, on est nombreux et on va être de plus en plus nombreuses et nombreux. Parce qu'encore une fois, il suffit de se poser 2 minutes la question de, «Est-ce que je suis OK avec mon genre?» pour voir que, et même, des personnes, qui ont l'air, hyper, cis, même voire même des masculins, hein. Moi, je suis sûr que demain, si on leur posait la question, on irait peut-être un peu plus sur de la bon, peut-être pas sur de la transidentité, mais il peut y avoir, quelque chose de plus, gender fluide, il peut y avoir des choses un peu surprenantes, tu vois? On peut se laisser ouvrir à d'autres sphères et horizons si on n'était pas aussi borné à être normal. Ce terme que je hais au plus haut point et que j'entends tous les jours en formation et de par mes patients et patientes. Alors non, la normalité, n'existe pas, c'est un phénomène de société, on parle de majorité, mais on est tous, normaux en fait. Moi, je me sens pas du tout anormal. J'ai une vie, mais alors, tout à fait, lambda, je vais travailler le matin, je fais du télétravail des fois, j'ai une maison, j'ai 2 enfants, enfin je veux dire, c'est pas, je monte pas dans un vaisseau spatial, je mange pas des arbres, tu vois?
Franchement, il y a pas plus, normal. Donc j'ai des amis, des fois je prends des cuites, des fois on part en week-end, enfin voilà, le truc, trépidant quoi. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, à chaque fois je pars trop loin je crois. Ah mais Je c'est parle beaucoup, bien. Moi je ouais. trouve ça bien, j'aime bien laisser la parole à mes invités, c'est tout à fait normal, ne t'inquiète pas. Merci à toi, merci. Ça permet de rentrer en profondeur, dans les sujets. Mais c'est vrai que la société, j'ai l'impression qu'elle veut nous caser, bah, dans des cases, hein, clairement. Alors que, bah, en fait, on a le droit d'être qui on est, on a le droit d'être libre de ça, de se choisir, de se prioriser, sans que ça puisse être un drame pour d'autres personnes, surtout que ça les concerne même pas, en fait. Enfin, à la rigueur, si jamais on devait changer de vie, peut-être que là, les personnes auraient une raison, on va dire, d'avoir quelque chose à dire, mais pas tout le monde, les 2 parties, à vrai dire. Mais là, je vois pas le mal en fait, à être soi-même et ça, c'est vrai que mais peut-être aussi, je me pose la question, peut-être ces personnes-là qui sont, anti-trans aussi, c'est aussi des personnes qui ne se connaissent pas et qui ont un mal-être aussi qui est très profond visiblement parce que vu que ça je pense que vu que ça leur évoque quand même des pulsions vraiment enfin, la haine, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faudrait creuser en fait pour savoir, bah, d'où vient cette haine en fait envers, quelqu'un d'autre qui ne te ressemble pas. Mmh. Oui, c'est vrai. Tu as raison, souvent on disait que l'homophobie était souvent liée à de l'homosexualité refoulée et d'ailleurs souvent ça c'était le cas et bah, de toute façon on rejette l'inconnu, je suis une personne cis, c'est ça ma normalité. Oui, bah, oui, c'est ta normalité à toi, c'est ta vision de la vie, vision des choses et tout ce qui n'est pas comme moi, bah, ils sont fous, ils sont malades, c'est des phénomènes de société, c'est la mode, c'est n'importe quoi, c'est ceci, c'est cela. Bah, si, prendre en référence ta normalité, c'est le curseur, bah, moi, j'appelle ça de la bêtise et en général, bah, tant pis, hein et on va pas pouvoir sauver tout le monde. Je me dis, en tout cas moi personnellement, j'ai arrêté de vouloir sauver tout le monde. C'est trop complexe, bah, je vais plus sur Facebook par exemple pour ça, tu vois? C'est devenu trop complexe à expliquer à des gens, que oui, la transidentité ça existe, même à des femmes féministes, hein, quand on prend les 2 hurluberlus, qui ont sorti, ce bullshit, livre, qui a fait énormément de mal à la communauté, qui va engendrer, des suicides, du rejet, et qui l'assume très clairement, bah, assumez-le et puis quand il y aura des morts et quand il y aura des personnes en dépression, quand il y aura des personnes, profondément blessées, bah, je sais pas si elles l'assumeront en fait. Donc c'est ça le problème, c'est que chaque chose que l'on dit quand on devient une personne publique et moi je m'estime pas être une personne publique, mais en tout cas j'ai quotidiennement du public en face de moi, et ben peut, engendrer, du plus comme du moins. Donc ces représentations-là, elles sont importantes, ces prises de parole-là, elles sont importantes et si en plus elles sont juste, balayées ou pire rejetées, bah, je te laisse imaginer les dégâts que ça peut faire sur les bébés trans, sur les personnes qui sont en construction, sur les personnes qui se demandent si elles sont normales, si elles sont légitimes. Alors oui, j'ai envie de dire aujourd'hui, si tu te questionnes sur ton genre, tu es normal, tu es légitime, tu as raison, tu es juste, voilà, sois toi-même. Mmh. Oui, c'est très beau ce que tu dis, moi non plus, je les supporte pas les fémélistes. Enfin déjà, d'où ce nom en fait? On en parle 2 secondes, ça n'a aucun fucking sens. C'est ça. Et oui, les femelles donc, hein, c'est ramener la femme à sa fonction première, la reproduction. Youhou! Tu as un vagin, tu es une femme, une femelle, nuance. Quelle horreur. Ah, c'est terrible. Mais tu disais tout à l'heure et c'est vrai que tu as raison, que l'empathie, c'est quelque chose de tellement nécessaire, à développer. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y avait un livre, mais j'en ai entendu vaguement parler, je sais pas ce qu'il vaut, mais c'était «L'empathie est un outil politique». Je sais pas si tu as entendu parler? Ah, j'ai pas entendu parler, mais ça a l'air, très intéressant. En tout cas, c'est un point de vue qui est essentiel effectivement. Pour moi, l'empathie, est un élément politique et d'ailleurs et de toute façon tout est politique, hein. Ton dentifrice est politique, enfin je veux dire, ta marque de shampoing est politique, tes lunettes sont politiques,
Aujourd'hui, tout est politique. Enfin, quand on me dit: «Ouais, non, mais faut arrêter, c'est la politique, on s'en fout», tu vois? Non, bah, non, en fait, c'est enfin, faut voir aujourd'hui les proportions qu'on prend ce taré de Trump, c'est bien parce que j'ai commencé par dire monsieur Trump et je finis ce podcast en disant le taré de Trump. Je trouve que mon évolution a été pas mal, mais voilà, c'est politique. C'est, aujourd'hui, on mange Trump, on dort Trump, on ou Elon Musk, ou salut nazi, donc on en est là, quoi. On en est là, donc bien sûr que tout est politique. Ta façon de consommer de l'eau est politique. L'eau qui est la chose, la matière première, essentielle sans eau, on tient pas 48 heures, hein, ni toi, ni moi, ni personne. Ta manière de consommer de l'eau est politique. On ça tout, enfin, je vois pas quel sujet pourrait ne pas être politique? L'éducation des enfants, l'école donc, le enfin tout, absolument tout ce qu'on respire, ce qu'on mange, ce qu'on vit, ce qu'il y a autour de nous, tout est politique. Mmh, c'est vrai, c'est tellement juste ce que tu dis et je pense en effet que la majorité des personnes ne s'en rendent pas compte parce que ça, c'est avoir une certaine vision du monde, on va dire, mais qui je suis totalement, d'accord avec toi. L'amour, c'est politique, enfin tout est politique. C'est dingue. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on passe, doucement vers la conclusion de l'épisode comme ça nous laisse un peu de temps, pour, conclure tout ça. Alors, du coup, quel serait ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Eh ben, je vais reprendre l'essentiel. Questionnez-vous sur votre genre, posez-vous, les bonnes questions. Ne jugez pas une personne si, votre cousin, votre oncle, votre tantine, entame une transition et n'est pas OK avec son genre. Posez-vous 2 minutes plutôt que de dire, «Il ressemble à Stallone, comment il va faire pour devenir une femme?» C'est n'importe quoi. Posez-vous la question du mal-être qui est avec ça. Hem, Accompagnez ces personnes-là. Faites appel à des professionnels, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, que ce soit, via mon cabinet, via la Girafe, ou via, des psys parce que je travaille aussi avec des psychologues, mais des psychologues, alignés, avertis, safe, pas des psychologues qui en sont encore à traiter les personnes, trans de malades mentales, alors que clairement c'est plus le cas et qui vont chercher plutôt un problème que des solutions. Donc voilà, il y a pas mal de psys aussi qui cassent des personnes trans, hein, et qui font plus de dégâts que ne les aident. Donc voilà, méfiance. Et ensuite, bah, tout simplement se déconstruire, se déconstruire, se déconstruire, se déconstruire. Le mot de la fin, moi, c'est déconstruire, réaliser que tout est politique. Avant d'ouvrir la bouche, réfléchis parce que si tu es pas déconstruit sur le sujet, juste ferme ta bouche. Heu, Laisse les personnes concernées parler de ce qu'elles sont, de ce qu'elles vivent, de ce qu'est de tout simplement, hein, tout ce qu'elles sont, en fait. C'est pas à toi d'en parler. Elles savent beaucoup mieux ce qu'elles, vivent, que toi. Donc voilà, c'est elles qui ont l'expérience. Pour parler de féminisme, par exemple, si on prend un sujet qui est toujours, qui est très important pour moi et qui est toujours, en parallèle avec tout ce que je fais, c'est, comment tu peux parler à la place d'une femme? Tu peux pas, impossible. Tu as jamais vécu ce qu'elle a vécu, tu jamais, voilà, ne serait-ce que transpiré en rentrant chez toi, tu jamais, eu peur d'un mec dans un ascenseur, tu jamais vécu ça. Donc écoute les paroles des femmes et pareil, écoute les paroles des personnes trans, écoute les paroles des personnes qui sont concernées par, le rejet. Parce que si toi tu l'as pas vécu ou même si tu as vécu un pseudo rejet parce que tu es gaucher, c'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Oui, de ce que je comprends, de ce que tu nous dis, ça fait écho à ce qu'on parlait juste avant, l'empathie, est nécessaire à développer l'ouverture d'esprit et la curiosité, de l'autre et faire attention aussi au poids des mots qu'on peut engendrer, parce que j'imagine il y a des personnes qui n'ont pas conscience à quel point les mots, ça peut être destructeur. Donc faites attention et pour, se sensibiliser, en effet, écouter, les témoignages des uns, des unes, des autres pour que, se forger son opinion et pas entendre, et croire bêtement ce que tu vois dans les médias, c'est et un esprit critique, en fait. Exactement, ouais, tout à fait. Et du coup, dans la suite de mes questions, qui sont tes rôles modèles?
Alors en général, moi j'ai une mentor, bien sûr c'est une femme, d'ailleurs je pense qu'elle sera surprise, mais je lui ai déjà dit, hein. C'est Caroline de Haas. Ah, trop bien, oui, on me l'a dans les podcasts, on me l'a dit beaucoup Caroline de Haas. Bah oui, tu m'étonnes. D'ailleurs et ça il serait intéressant, je pense que c'est ta question suivante, ce serait intéressant de l'inviter. Je pense qu'elle a moi elle m'a beaucoup appris, sur les violences sexistes et sexuelles, sur le féminisme. C'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps et et voilà, pour moi, c'est voilà, c'est une mentor, je citerai qu'elle parce que j'ai pas de forcément de je suis pas un fan, absolu de personnes publiques, mais voilà, moi je trouve qu'elle est chouette. Oui, il faut que je lui envoie un petit message. Clairement, pour l'inviter, ce serait une très bonne idée, pour discuter avec elle, clairement. Yes, yes. Du coup, dans la suite de mes questions, parce qu'il me reste encore un petit peu, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Bien évidemment, ton livre quand il sera sorti. Pardon. Mes ressources, ça va être, déjà ouvrir, ce qu'on appelle un outil, de recherche, hein, que ce soit Google ou un autre, outil de recherche. Taper, association, locale, de mon quartier, de ma ville, de mon patelin, de ma rue, et cetera. Donc si tu es à Paris, bah, Paris, si tu es à New York, bah, New York et ou si tu es à Quimper, bah, Quimper et aller voir des gens. Aller discuter avec des vrais humains, des gens qui ont vécu des choses, des gens qui ont des expériences, du pouvoir de pouvoir raconter ça, qui sont encore vivants, qui sont encore là et qui sont capables de dire, voilà, moi ma plus dure expérience ça a été ci, voilà, moi je suis en train de monter des groupes de parole d'ailleurs pour ça, entre personnes trans, et toutes les personnes, alliées, et leurs proches. Pour pouvoir justement échanger là-dessus. Parce que c'est facile de véhiculer, des horreurs sur les personnes trans en disant qu'elles sont folles, malades mentales, pas normales. Mais, venez discuter avec des personnes trans, venez, mettez-vous, juste, allez 1 heure, dans leur peau en disant, voilà, moi, je me fais à chaque fois que je sors, je me fais humilier, frapper, insulter, venez, vivre, ce genre de témoignages et échanger avec des personnes concernées. Bah, c'est juste ça et les livres et tout ça, ça on va en trouver à pléthore, hein. Vous tapez, bouquins transidentité, il y en a plein. Les sujets, les podcasts et tout ça, je pense qu'il y en a énormément aussi, je vais pas tous les citer, mais ce qui est important, c'est d'aller vraiment parler avec de l'humain, vraiment toucher les personnes, aller, aller voir ces personnes qui n'ont pas été elles, une bonne partie de leur vie et à qui on demande, de continuer à ne pas être elles, en fait. Mmh. Oui, je suis d'accord avec toi que c'est tellement important d'avoir des rencontres, irréelles comme on dit, parce que justement les réseaux sociaux, je trouve que ça met une barrière et ça déshumanise. Enfin, rien qu'à voir, tous les flots de haine, les commentaires haineux, des gens qui déversent alors que ils diraient rien de tout ça en face à face. Alors peut-être certains, parce qu'il y a toujours des gens très mal intentionnés, mais la majorité, ils se tairaient en fait et ils auraient pas le choix en fait, clairement. Je viens de me rendre compte, pardon, je coupe parce que ma batterie est HS et j'ai Ah pas pris oui. mon chargeur. Du coup, Ah! Ah on va mince! on va Heu devoir conclure beaucoup plus vite que prévu. OK, bah, de toute façon, il me reste qu'une dernière question, donc ça va. Et de toute façon, si tu quittes, c'est pas très grave, Francis, enfin, tu tout est enregistré, j'espère. Bah, sinon, tu te reconnecteras. Alors, que signifie le terme féminisme pour toi? Waouh! Oh punaise. Là, j'ai pas en tête. J'ai le fé la ah waouh, le féminisme, c'est tout simplement, moi je mettrais égalité, égalité. Égalité, parce que le masculinisme, c'est continuer à c'est la lutte pour garder ce pouvoir et ces privilèges. Et le féminisme, c'est juste être égal à vous les mecs, en fait. On n'a pas du tout les mêmes, on n'a pas du tout la même vision de la vie, au fait. Nous, parce que tu vois, je m'inclus encore dans le féminisme, je m'inclus encore, avec les femmes. Nous, on veut juste être là au milieu avec vous, tranquille, on partage, on est bien, on est zen. Vous, la masculine, c'est: «Non, moi je veux toujours continuer à rester là-haut». Donc c'est juste un partage, un échange, une égalité. Voilà ce que c'est le féminisme pour moi, c'est, on veut juste, être vos égaux, être entendus comme vous, on veut juste partager la même vision de la vie, partager les mêmes valeurs. C'est pas: «Je veux être au-dessus des hommes». En fait, les hommes ont toujours, cette impression de elles veulent être au-dessus, elles veulent le pouvoir, elles veulent,
c'est politique, nin oui, bien sûr, c'est politique parce qu'aujourd'hui, on est toujours, écrasés, notre avis compte moins que le vôtre, notre vie compte moins que la vôtre. On va jusqu'où comme ça, quoi? Donc je regardais une humoriste, j'ai hier soir, qui disait que la vie d'un chaton, c'est 1 an de prison ferme, le fait de battre une femme, c'est, du sursis, constamment, voire même de la violer. Donc OK, donc du coup, on est en train de véhiculer quoi comme information, au niveau juridique et politique? C'est, la vie d'un chaton est beaucoup plus importante que la vie d'une femme. Donc le féminisme, c'est tout ça. Il est temps aujourd'hui de parler d'égalité réelle, concrète, d'égalité de salaire. Aujourd'hui en France, il y a encore, 17 de moins, une femme touche 17 de moins qu'un homme à salaire égal et à enfin pardon, pas à salaire égal justement, à travail égal, sur le même poste. Donc ça, c'est inadmissible et si on faisait la même chose à un homme, il pèterait, ce serait un feu d'artifice, et il y aurait du sang sur les murs. Donc c'est pas normal. Aujourd'hui, moi j'adore cet hymne de féminisme, «Debout, debout, debout». Donc il est vraiment temps de se lever et de se réveiller, quoi. Oui, il est temps d'ouvrir les yeux sur, toutes les injustices et de s'allier, parce que je suis d'accord avec toi, femmes et hommes, personnes trans, tout le monde est dans le même combat, clairement. Bah, en tout cas, bah, c'est déjà la fin de cet épisode, parce que tu m'avais dit: «Qui c'est que tu voudrais avoir au micro?» C'était Caroline de Haas. Donc bah, du coup, bah, merci, pour ton temps et merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Ciao, ciao tout le monde! Merci Estelle, à très bientôt.